Bien, bonsoir. Je vais vous parler un petit peu de la deuxième division de parachutistes dans le secteur de Brest. Alors, la division est commandée par le général Ramke, de sa création jusqu'à la fin, avec quelques petits épisodes où il sera remplacé pour cause de maladie. Parce que Ramke était quelqu'un de plus très jeune. Il a commencé sa carrière en 1906 comme mousse dans la marine impériale. Il a fini en 18, il était sous-lieutenant. Donc vous voyez c'était un combattant, il a vite grimpé en grade. Et il a pris le commandement de la division en mai 43. Alors Ramke, c'était un petit bonhomme, sec, autoritaire, mais adoré de ses hommes. Ses hommes le surnommaient Papa Ramke. On peut lui reprocher beaucoup de choses, c'était sûrement un ultranationaliste, un militaire de carrière, peut-être un chasseur de médailles, on voit qu'il en avait pas mal. Mais bon, tout ce qui lui a été reproché lors du procès, notamment les exactions, il n'a jamais donné d'ordre en ce sens. Il n'y a rien d'écrit qui prouve qu'il a commandé les massacres qui ont été perpétués par les troupes parachutistes. Ces massacres sont plutôt le fait d'officiers ou de troupes isolées. Mais lui n'a en aucun... Enfin, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de preuve qu'il avait donné l'ordre. Alors là, on le voit à Brest avec divers officiers de l'infanterie. Alors, Ramke est mort en 1968, il a été enterré avec des honneurs militaires par la Bundeswehr. Alors, on revient à la deuxième division. Elle a été créée au printemps 43. Là, ce sont des images tirées d'un album d'un vétéran de la deuxième division, Eckhard Priller, dont on parlera tout à l'heure. Eckhard Priller est célèbre, c'est lui qui a été enfermé dans le fort Montbarret avec 60 hommes et qui a résisté pendant 3 jours en se nourrissant de poudre de citron, de ration américaine et de chewing-gum, parce qu'il n'avait plus rien à manger. Donc là, c'est un album d'Eckhard Priller. La division a été créée donc en printemps 43 dans la région de Vannes. Fin juin environ, elle est descendue dans le sud de la France, puis a tout de suite été envoyée en Italie. Ils sont restés en Italie le long de la côte italienne, l'aérodrome de Fiumicino actuellement. Et ensuite, en septembre 43, ils ont été envoyés à Rome pour, comme les troupes italiennes changeaient de côté, on va dire, la plupart se ralliaient aux Alliés, donc ils ont été prendre Rome, ont eu très peu de pertes. Cette unité-là, le 5e régiment, la 5e compagnie du 2e régiment, n'a eu qu'un tué pour la prise de Rome. Ensuite, après l'Italie, les troupes ont été envoyées en Russie de novembre 1943 jusqu'en mai 1944, sans discontinuer. Elles sont restées donc tout l'hiver russe. Alors là, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, 85% de pertes. C'est-à-dire quand elles sont rentrées de Russie en mai 1944, la division était pratiquement anéantie. Donc la division est partie en repos dans la région de Cologne. Il y a eu le débarquement et la division a eu ordre de partir en Bretagne sans être complètement reconstituée. Là, c'est un autre exemple. Ce sont les pertes, donc 5e compagnie du FGR2. C'est toujours de l'album de Priller. Il met les photos de ses camarades avec ce qu'ils sont devenus. La photo du haut, 2 survivants. Eckhard Priller et un autre blessé à Brest. Et la photo du bas, je crois qu'il y a 2 ou 3 survivants sur l'ensemble. Donc, arrivé en Bretagne, ça c'est un petit tableau. À gauche, en bas, il faut surtout s'attarder sur ces 2 chiffres. 11 119, c'est l'effectif théorique d'une division de parachutistes. Et 4 488, c'est l'effectif de la 2e division quand elle arrive en Bretagne. Donc vous voyez qu'elle n'est pas complète, suite aux pertes de Russie. Et elle ne sera jamais complète à Brest. Au mois de juillet 1944, ils vont recevoir le renfort de 1500 hommes. Mais ça ne suffira pas à remonter à un chiffre élevé. Alors là, c'est l'organigramme complet de la division. En haut, vous avez l'état-major. Ensuite, les 3 cases, ce sont les 3 régiments d'infanterie parachutistes, le 2e régiment, le 6e régiment et le 7e régiment. On peut voir que le 2e régiment en Bretagne, il a un état-major, 2 bataillons. Le 6e régiment n'est pas en Bretagne, il est en Normandie. Et le 7e régiment a 2 bataillons, l'autre bataillon est envoyé à Saint-Malo. Ensuite, une compagnie sanitaire, une compagnie de transmission, une compagnie de pionniers, une compagnie de chasseurs de chars. Le régiment d'artillerie est incomplet, il n'a qu'un bataillon. Il n'y a pas de bataillon de flak, il a été envoyé en Normandie, il n'y a pas de bataillon de mortier, il n'y a pas de bataillon de soutien, il n'y a pas de bataillon ersatz, c'est-à-dire de remplacement. Et il y a un bataillon, on va dire, c'est du soutien et du transport.
Si Harley vous explique tout ça, c'est pour que vous compreniez bien que la division qui va tenir Brest, qui va vraiment tenir tout l'ossature du siège de Brest, elle n'est même pas complète. C'est pour vous dire que ces gars-là étaient vraiment des costauds. Ouais, je n'ai pas pensé à vous le dire. La deuxième division de parachutistes, c'est la division allemande qui a effectué le plus d'opérations aéroportées de toute la Seconde Guerre mondiale. Elle est composée de vétérans qui ont fait le saut sur la crête en 1941, mais la division a aussi, lorsqu'elle était en Italie, a fait un saut opérationnel sur l'île d'Elbe, un autre saut opérationnel sur l'île de Léros au large de la Turquie, île qu'ils ont reprise aux Anglais, un saut opérationnel sur Monte Rotondo à côté de Rome, la libération de Mussolini à l'aide des planeurs. Donc vous voyez que ce sont des hommes aguerris. Même s'ils ont eu beaucoup de pertes en Russie, l'ossature, notamment les sous-officiers, les officiers, ce sont des gens aguerris. Alors là, vous avez une carte assez exceptionnelle qui a été retrouvée dans une maison du côté de Châtelain. C'est la position de la deuxième division en juillet 1944. Vous voyez du côté de Plomodierne, Le Cronan, Plonévé-Porzay, Kerlaz, notamment l'artillerie, quelques compagnies d'infanterie. Là, on a d'autres du côté du Ménézone, toujours de l'artillerie aussi vers Pen 13, des compagnies sur le Ménézone. C'est un moment qu'ils ont réellement apprécié à leur retour de Russie parce qu'il faisait beau. Et ils s'entraînaient un petit peu, mais surtout, ils étaient comme la devise qu'ils avaient quand ils stationnaient en France, comme Dieu en France, tellement ils étaient bien. Alors, deux compagnies étaient moins gâtées puisqu'elles stationnaient dans les monts d'Arrée. On voit deuxième compagnie, 7e régiment. Eux, ils étaient à l'emplacement du Roc Trédudon actuel. Et le PC de la division était vraiment dans la verte, dans les monts d'Arrée. Oui, il n'a rien contre les monts d'Arrée. Non, j'ai rien contre les monts d'Arrée, mais par rapport à ceux qui étaient au bord de la mer. Suite à leur stationnement dans le Finistère, il y a eu l'ordre de monter en Normandie, vu que la situation là-bas était catastrophique. Donc les unités, fin juillet, ont eu l'ordre de se diriger vers la Normandie. Alors là, on voit un solbourg. Alors le solbourg, c'est le papier d'identité que chaque soldat allemand porte dans sa poche. C'est un livret de solde, ça sert de livret de matériel, des affectations, des vaccinations, ça sert pas d'identité. Là, on a un soldat de la compagnie de reconnaissance de la deuxième division, Franz Russe. Alors c'est difficile à lire parce qu'ils écrivaient en souterrain. Et donc Franz Russe, là, si vous regardez en bas, Gestorben le 4 août 44, donc tué le 4 août 44 vers Carré. C'est-à-dire que la division reçoit l'ordre de partir vers la Normandie, et là ils vont commencer à avoir des pertes, avec la résistance notamment. Alors Franz Russe est toujours porté disparu, on ne sait pas où il est enterré. Il est quelque part du côté de Carré. Là, un autre solbourg, c'est pour vous montrer que vous regardez la photo, ce sont des vétérans. Ça, c'est un vétéran de la Crète qui était pourtant dans l'unité de soutien de chauffeurs de camions. Donc vous voyez, même les chauffeurs de camions avaient sauté sur la Crète. Otto Linz, lui, est décédé le 17 septembre 1944 dans le secteur de la place Wilson, je crois. Voilà un autre vétéran de la 3e division qui lui aussi est décédé le 2 septembre 1944. Vous voyez la bande de bras Crétor. Beaucoup de résistants disaient qu'ils avaient affaire à la division Crétor, tout simplement à cause de la bande de bras marquée Crétor qui commémorait le saut sur la crête. Tous ceux qui avaient fait le saut sur la crête en 1941 portaient cette bande de bras. Alors voilà un autre soldat qui a été tué. Lui, dans le secteur du Fort-Montbarret, Herbert Wagman, lui était dans les chasseurs alpins avant et a rejoint les parachutistes en 1943. Alors lui aussi avait un palmarès assez impressionnant. Alors Herbert Wagman était dans la 5e compagnie avec l'oberleutnant Lepkowski. Alors lui, il est célèbre pour avoir fait le raid sur Braspar. Le 14 août, la 5e compagnie du 2e régiment de parachutistes reçoit l'ordre d'aller libérer 130 parachutistes allemands qui avaient été prisonniers dans les monts d'Arrée et qui étaient retenus par les FFI à Braspar. Donc le bonhomme du milieu, l'oberleutnant Lepkowski avec sa compagnie, traverse les lignes américaines, fonce vers Braspar, non sans tuer quelques résistants, libère 113 soldats et revient vers Brest. Alors selon les Allemands, sans aucune perte, selon les FFI avec plusieurs pertes, en fait, en consultant les archives allemandes et notamment le registre des décès, ils ont eu 2 tués pour le raid sur Braspar.
Alors voilà, l'Oberleutnant Lepowski sera grièvement blessé le 13 septembre 1944, 6e blessure, sera soigné d'abord par les Allemands, puis par les Américains, un éclat d'obus dans le cœur. Il reprendra une carrière militaire après la guerre dans la Bundeswehr et sera champion du monde de saut en parachutisme. Comme quoi, même avec un éclat, parce qu'ils n'ont pas réussi à retirer l'éclat. Bon, il décédera d'une crise cardiaque en 1975 lors d'une réunion de vétérans de Brest. Alors, la tactique de Ramke à Brest. Vous avez vu que la division n'était pas complète, donc il va incorporer des gens de l'infanterie et de la marine avec les parachutistes. Autre option qu'il a pris, il va prendre 10 gars de l'infanterie ou de la marine et va les encadrer avec 3 parachutistes aguerris. Alors là, on peut voir un marin allemand, on le reconnaît à son caban. Et en bas, tout en bas, il y a marqué 9 Fallschirmjäger Régiment 2, signé par Mixa. Ça veut dire qu'il a été incorporé à la 9e compagnie du Fallschirmjäger Régiment 2 sous les ordres de l'Oberleutnant Mixa, qui sera tué plus tard lors des combats. Voilà une des tactiques de Ramke, encadrer des marins et des troupes inexpérimentées par des parachutistes. Pourquoi il a fait ça? Alors là, c'est le registre des pertes de la 7e compagnie du 2e régiment de parachutistes. Alors vous voyez, 14-8, 18-8, ça c'est au jour le jour les pertes allemandes. C'est-à-dire le 14-8, il y a eu un blessé du côté de Saint-Renan, le 18-8, un autre blessé du côté de Saint-Renan, et ainsi de suite. Le 25 août, jour de l'offensive, premier jour de l'offensive américaine, il y a beaucoup de pertes. Ils perdent un lieutenant, le lieutenant Kurgeyer, Giller, 27-8, et ça continue. Vous voyez que la liste est déjà longue et on est au début du siège. Là, les pertes continuent et quand on arrive au faubourg de la ville, c'est-à-dire le 7 septembre, il y a déjà plus de la moitié de la compagnie qui est hors de combat, soit tuée, blessée, ou fait prisonnier, ou disparu. Alors donc les pertes vont jusqu'au 16 septembre, et tout en bas c'est marqué, lors de le 18 septembre, il reste 30 hommes dans la 7e compagnie. Vous voyez, les combats ont vraiment été très très durs, et ça c'est une compagnie sur de nombreuses. Enfin, ce qui s'est passé à la fin, vu que plus aucune compagnie n'était complète, Ramke a décidé de faire des Kampfgruppe, des groupes de combat, en regroupant tous les parachutistes qui restaient et toutes les troupes valides. Là, on peut voir encore sur un seul cours. Le 11 septembre 1944, Kampfgruppe Jacob. Jacob était un commandant de compagnie, un parachutiste. Et donc, ils ont regroupé tous les parachutistes restants pour faire des groupes de combat à l'intérieur de la ville. Alors c'est pour ça qu'après, contrairement aux Américains qui tiennent les archives jour par jour, les Allemands n'ont plus tenu d'archives après, hormis les pertes. Et donc pour arriver à savoir quelle compagnie était dans quel secteur, c'est impossible, puisqu'il n'y avait plus de compagnie. Pour vous montrer que les combats étaient très durs, là vous avez 3 photos de Egerhard Priller, donc le soldat qui était dans le fort Montbarret. La photo du haut à droite, il a 21 ans. La photo du bas, il a 23 ans. Donc vous voyez. Et ça, la photo a été prise avant le fort Montbarret. Donc au début des combats sur Brest, vous voyez qu'il est déjà extrêmement marqué. Quand il a été interviewé par le Télégramme en 1994, on lui demandait son expérience de la guerre à Brest et notamment l'épisode du fort Montbarret. Et il racontait qu'il s'était dit, quand il était dans le fort encerclé par les Américains, il s'était dit, si je survis à ça, plus rien de pire, enfin rien de pire ne pourra m'arriver dans la vie. Alors là, voilà un autre exemple de parachutiste allemand, donc relativement jeune, c'est Joachim Steinmann. Alors là, c'est son parcours, parcours classique à la 2e division, avril 43 à Vannes, mai 43 Nîmes, juillet 43 Italie, septembre 43 toujours Italie, octobre 43 Italie, novembre 43 départ en Russie, et puis jusqu'en mai 44, ensuite juillet 44 Brest. Alors ce soldat a été blessé le 26 août 1944, donc dès le début de l'offensive, assez grièvement, parce qu'il a pris un éclat d'obus dans la tête. Il a été soigné dans un premier temps par les Allemands, puis par les Américains. Donc là vous avez sa fiche de blessé des Américains, vous avez tout ce qu'il a reçu comme soin. Le 1er octobre 1944, d'abord il était à Morlaix, à l'hôpital de Morlaix, et il a été transféré dans un autre hôpital.
Donc ce soldat a survécu, il est décédé en 2003. Alors il n'y a pas que des gens tués, il n'y a pas que des gens qui ont survécu, il y en a qui ont tout simplement disparu. Hein, on estime que 250 soldats allemands sont encore portés disparus à Brest. Il y en a beaucoup qui ont dû disparaître dans les ruines de la ville, mais il y en a beaucoup autour de Brest. Alors soit enterrés par leurs camarades, et on n'a jamais retrouvé leur corps, soit enterrés par les troupes américaines, vite fait, ou par les résistants. Soit après la guerre, la priorité c'était survivre et faire disparaître les corps à cause de la température. Et il y en a beaucoup qui ont été mis avec des chevaux morts dans des trous de pluie. En 2008, 2 soldats ont été retrouvés à Brest, un du côté de Dipava, un marin allemand, toujours dans son trou de combat, et un autre du côté du fort Montbarret. Donc là, vous avez quelques-uns des parachutistes allemands qui ont disparu. Bon, en fait, pour actualiser, ils sont plus disparus, ceux-là. J'ai réussi à les retrouver. Ils étaient enterrés à l'Esnevin. Mais rien n'avait été fait, rien n'avait été mis à jour. Alors là, voilà un autre exemple. Alors là, c'est un très jeune soldat. C'est Heinz Rampe. Là, sur la photo, il a à peine 17 ans. Donc il était dans les parachutistes allemands, en formation du côté d'Angoulême. Alors, en juin 1944, il envoie une carte d'anniversaire à sa petite sœur. Sa petite sœur lui répond en juillet 1944, mais la lettre revient parce qu'il a été envoyé en urgence à Brest avec son unité. Et depuis cette lettre, sa famille n'a plus jamais eu de nouvelles, parce qu'il a disparu. Et jusqu'en 2006, sa famille pensait qu'il avait disparu dans le sud de la France, parce que rien n'avait été mis à jour. Donc sa famille faisait des recherches, et puis via Internet, on a discuté, et puis on a réussi à retrouver, en croisant toutes les archives, qu'en fait il avait disparu à Brest, parce que son unité était montée à Brest. Donc sa famille en 2006 est venue à Brest, c'est-à-dire sa petite sœur, qui a une fille maintenant. Et en faisant les recherches, on a découvert qu'il avait disparu du côté de la Trinité à Plouzane. Et donc il est toujours quelque part dans un champ là-bas. Alors sa petite sœur, qui a 75 ou 80 ans, ne désespère pas qu'un jour un paysan ou quelqu'un avec un détecteur retrouve son petit frère. Alors là, c'est un album photo d'un autre parachutiste. Dès la fin de la guerre, enfin dès les années 50, ils ont commencé à revenir très discrètement dans la région pour essayer de retrouver ou leurs camarades, ou d'entretenir les tombes, ou d'aller voir les tombes qu'ils avaient et honorer leur mort. Mais ils faisaient ça très discrètement, c'était jamais officiel. Et puis début des années 60, il y a le cimetière de l'Esnevin qui a été créé officiellement. Hein, on voit le premier gardien en bas à droite, vous voyez que ça n'a rien à voir si vous avez été faire un tour à l'Esnevin. Ça n'a rien à voir avec ce que ça est maintenant. Voilà les premières vues du cimetière, il y avait encore des plaques avec des photos, les noms des soldats et des tombes provisoires, mais toujours fleuries. Tout en haut à droite, les plaques actuelles du cimetière de l'Esnevin. Alors là, comme c'est l'album d'un parachutiste, il a relevé les noms de tous ceux avec qui il a combattu et qui sont enterrés maintenant à l'Esnevin. Voilà, moi j'ai terminé pour ma partie. Ça pourrait durer très longtemps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, merci. Merci.